êtes-vous déjà interrogé sur ce qu'il se passerait si vous écoutiez votre voisine de palier? Ou alors, la collègue de boulot à qui vous dites bonjour tous les matins? Ou la femme qui fait la manche en bas de la rue? Ou la maman célibataire qui se débat avec ses enfants dans votre supermarché? Qu'est-ce qu'elle vous raconterait? Quelles histoires ont-elles pu vivre? Je suis Léa et bienvenue dans The Voice of Lilith, un podcast qui libère la parole des femmes à travers des conversations intimes et justes, et des histoires incroyables qui donnent envie de tendre l'oreille et d'écouter toutes les femmes de nos vies. Louisa est bien rangée dans une relation de 13 ans lorsque celle-ci se termine. Elle se retrouve alors célibataire à 36 ans. Elle ne pensait pas que cet événement allait changer beaucoup de choses à sa vie, à commencer par sa propre vision d'elle-même. Alors j'ai été en couple pendant 13 ans avec un homme que j'ai rencontré pendant mes études, donc j'avais 22-23 ans, ce qui fait que je me suis retrouvée célibataire à 35 ans, il y a 6 ans déjà, et j'avais tout à réapprendre ou à apprendre, à savoir comment on gère son célibat à la trentaine avec un nouveau monde que moi je connaissais pas forcément, les applications de rencontres, parce que 13 ans auparavant, soit elles n'existaient pas, soit elles étaient très peu présentes, et puis c'est pas comme ça que j'avais rencontré mon compagnon, donc j'imaginais que d'abord je ferais ma vie avec lui, que on aurait pourquoi pas des enfants. J'avais énormément de projets de vie avec lui, et puis après 13 ans tout s'écroule et le célibat arrive. Et je suis un peu perdue, mais j'ai des amis qui sont célibataires et qui m'expliquent, qui me briefent un petit peu sur le sujet pour que je sois pas trop perdue et que je me lance pas directement sur les applis sans être prévenue de ce qui allait m'attendre. Parce que les applications de rencontres, quand on est un peu sensible, ça peut être assez violent. Donc au moment où je me retrouve célibataire, je teste les applications de rencontres, je teste aussi d'autres modes de rencontres parce que j'étais encore un peu naïve et je pensais que aller dans les bars avec des copines, c'était un mode de rencontre qui pouvait être très efficace et positif, à Paris en l'occurrence où je vis, et j'ai déchanté, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas comme ça, que les groupes de garçons restaient entre eux, les groupes de filles restent entre elles, et qu'il y a très peu d'échanges, et que quand on veut discuter peut-être avec un des hommes qu'on a croisé dans un bar, il n'est pas du tout sûr que cette personne soit d'accord, ne serait-ce nous retourne un bonsoir ou un bonjour, et là j'étais confrontée à être un petit peu violent pour moi psychologiquement. Il a fallu que je m'arme un peu par rapport à ça, par rapport à mon estime, l'estime de soi c'est important, et là je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui sont parfaitement grossophobes, racistes, qui ont des critères spécifiques physiques à tel point que on va leur dire bonsoir, ils vont pas nous répondre, alors qu'ils vont dire bonsoir à d'autres femmes qui auraient peut-être un physique qui leur convient et une origine ethnique qui leur convient. Donc ça c'est le premier choc, de se dire en fait juste je dis bonjour et on va pas me dire bonjour quoi. Donc je suis pas prête à recevoir cette violence, donc les applications de rencontre vont peut-être être plus positives pour moi parce que ce sera à distance et que ce sera moins dur de se prendre des vestes comme ça, et cette froideur et cette impolitesse, elle sera peut-être moins difficile via les applis. Ça sera un peu différent parce que là, il va falloir que je fasse un tri, il va y avoir des gens qui vont venir me parler uniquement pour m'insulter et pour aussi me dire que je devrais même pas être sur les applis, en étant une femme grosse, j'ai rien à faire là, donc c'est le type de message que je peux recevoir. Je me renseigne pour voir si je suis la seule et je vois que c'est pas le cas, donc ça me rassure un peu. Là, j'étais déjà féministe, je le suis devenue encore plus. Il y a l'esprit de sororité qui arrive à ce moment-là. Je me suis dit voilà, on est vraiment toutes dans le même bateau, et je me renseigne un peu plus. Là, je suis quelqu'un de très rationnel et j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin d'éléments, j'ai besoin d'un contexte sociologique, statistique pour comprendre pourquoi on est si nombreuses, pourquoi je connais tant de filles célibataires et si peu d'hommes célibataires. J'en croise très peu, et dans les hommes que je croise, il y en a très peu qui sont ouverts
à faire des rencontres dans une optique d'une relation durable. La plupart de ceux que je croise me disent non, moi je suis là uniquement pour accumuler les conquêtes, m'amuser, être libre. C'est pas du tout mon objectif de me mettre en couple, limite plus jamais. Et c'est pas le son de cloche que j'entends des femmes. Donc je me dis qu'il y a un vrai décalage entre nos attentes et les miennes en l'occurrence, parce que moi j'avais envie de ça, de retrouver un couple. Ça m'allait très bien d'être en couple, ça me manquait même. Enfin, j'ai été 13 ans en couple, donc limite dans ma vie d'adulte, j'ai connu quasiment que ça. Donc j'avais hâte de retrouver un couple et du coup j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup. C'est-à-dire là je vais quantifier. Je me disais qu'il fallait être très volontaire et un peu comme pour une recherche d'emploi. On y va à fond, on active son réseau, on mobilise du temps, de l'énergie et je faisais 2 à 3 rencontres par semaine en me disant dans le tas, en faisant bien le tri, il y en aura bien un qui aura du potentiel. Ça n'a pas forcément marché comme je voulais. J'ai fait beaucoup de rencontres qui n'ont été que des premiers rendez-vous, parce que vraiment ça collait pas du tout à plein de niveaux. Et parfois ça a été des premiers rendez-vous uniquement un peu sexuels. J'ai découvert un peu ça. Moi j'avais pas forcément idée de coucher le premier soir parce que c'était pas ma façon de voir les choses, mais parfois ça s'est fait parce qu'on en avait envie tous les deux. Et je pensais qu'en tant qu'adulte, consentant, intelligent, mature, on pouvait se dire les choses et c'est pas parce qu'on a eu envie et qu'on a succombé à la tentation tous les deux le premier jour que forcément ça va être une histoire d'un soir et on va plus jamais se revoir. Moi j'allais pas du tout dans cette direction et il se trouve que eux visiblement si, même si c'était pas le discours qu'ils avaient. Et j'ai découvert ça aussi. Les gens mentent. Les hommes mentent. Mais j'étais d'une naïveté, mais je pense que j'avais besoin de passer par là, par ces épreuves, ces expériences pour mieux comprendre le fonctionnement des hommes de 30, 40 ans, 50 ans, parce que j'allais assez haut. Donc j'ai fait toutes ces expériences. Et pendant toute cette partie-là, j'entendais plusieurs de mes amis, de mes copines de fréquentation qui me disaient mais moi de toute façon j'imagine pas du tout avoir des relations sexuelles si je ne suis pas amoureuse. Donc je sais pas comment tu fais, peut-être que tu pourrais y réfléchir. Et j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que pour moi la sexualité c'est quelque chose d'assez libre et que je ne colle pas forcément automatiquement aux sentiments amoureux. Parce que j'aime ça et je l'assume et donc je me voyais pas me dire mais je sais pas quand est-ce que je vais rencontrer mon futur amoureux, mais s'il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si je suis cette recommandation de ces femmes-là, qui prônent l'abstinence, on va être clair, entre 2 relations amoureuses, donc je vais attendre tout ce temps-là avant d'avoir ce plaisir que j'aime avoir pour moi, mais aussi partager. Non, c'est hors de question. Et donc assez rapidement, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai eu des amants réguliers parmi les rencontres que j'avais pu faire, ou des personnes que je connaissais d'avant, et puis quand je leur ai dit que j'étais célibataire, désormais, la relation a évolué entre nous, et donc je me suis retrouvée à avoir ce que moi j'appelle des sex friends, donc des amants réguliers, ou avec lesquels il y a autant de partage, de discussion, de complicité, on peut se confier l'un à l'autre, il y a, oui, une forme d'affection, il y a autant de ça que de sexualité, donc l'acte physique en lui-même. Les hommes qui voulaient juste un acte physique et aucune discussion, parce que je cite, j'ai pas envie de m'impliquer émotionnellement, dès qu'on commence à discuter, ça y est, je peux m'attacher, ou la fille elle s'attache et ça me va pas. Non, moi c'est l'acte physique, c'est le sport quoi, c'est le sport en chambre et c'est tout. C'est pas pour moi ça, donc ça je disais non, et du coup je me suis retrouvée maintenant il y a 6 ans avec 1, 2, 3 amants réguliers. Donc j'avais mon appart, mon boulot et je me disais le prochain objectif c'est de trouver un mec et être en couple et être heureuse parce que pour moi c'était la clé du bonheur, le fait d'être en couple. Et bien ça y est, c'est terminé ça. J'ai bien décorrélé les deux. Je n'attends pas d'un homme qu'il fasse mon bonheur. La seule personne qui va faire mon bonheur c'est moi-même. Et pour l'instant, en tout cas depuis 6 ans, ça fonctionne plutôt bien.
De mon côté, je ne parle pas de ma vie privée, donc ma vie intime, ma vie amoureuse, je ne parle pas de ça à mes proches dans le sens ma famille, parce que il y a une pudeur qui est très importante dans ma famille, qui est liée aussi à ma culture. Moi, je suis d'origine algérienne, notamment par mon père kabyle, et donc dans cette culture où j'ai grandi, dans ma famille, je veux pas généraliser, on ne parle pas de ces choses-là. On parle d'un homme lorsqu'on est prêt à se marier avec, pas avant. Donc je me confie plutôt à mes amis IES, mes amis IS aussi, enfin hommes et femmes, LGBT et ainsi de suite. Donc c'est des personnes à qui je peux parler un petit peu de tout. Et c'est vrai que les dates que je pouvais faire, c'était devenu un petit peu un sujet presque humoristique, dans le sens bah t'en es où, qu'est-ce que t'as fait comme date pourri, ou au contraire est-ce que t'as fait des belles rencontres, parce qu'ils veulent quand même que mon bonheur, donc ça les amuse moyennement que parfois je fasse vraiment des dates pourries, mais on préfère en rire. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même qui m'ont dit, quelques-uns et quelques-unes, plutôt des filles d'ailleurs. Les filles, elles tiquaient un peu sur le fait que je puisse avoir cette liberté sexuelle. Je dis, mais moi je serais pas capable de faire ça, soit parce que encore ce sujet de j'ai besoin de sentiments pour, ok, et d'autres qui me disent je crois que j'aimerais faire ce que tu fais, mais je serais sans doute incapable de le faire parce que je m'attacherais trop. Quand je donne mon corps et que il se passe quelque chose de très intime avec un homme, j'ai l'impression qu'on est dans un truc fusionnel et je m'attache et j'arriverai pas. Je lui dis, est-ce que t'es sûr que ce serait comme ça, ou est-ce que tu as tellement peur que ça soit vraiment bon, que ça devienne ton mode de vie, que t'oses pas essayer? Il y a eu aussi un peu ça. Et en plus, moi, je leur ai précisé, je vous mets au défi vraiment de vous attacher à plusieurs hommes en même temps. Il y a des personnes qui sont capables de faire ça, notamment celles qui vont aller vers le polyamour. Là, moi, je suis pas dans ce sujet-là. Je dis, moi, je vois pas comment je peux m'attacher à 3 hommes différents. Je peux avoir de l'affection, je peux m'intéresser à eux, mais je vais pas m'attacher dans le sens tomber amoureuse, avoir les papillons dans le ventre, alors qu'ils sont plusieurs. Donc moi je pense que ma technique fonctionne, en tout cas pour moi, et je propose aux filles de se concentrer aussi peut-être sur 2-3 personnes. Si 3 ça semble compliqué, partons sur 2, et testez pour voir si vraiment en ayant des corps différents dans vos bras, vous vous attachez autant que si c'était un seul, et surtout un seul que vous voyez régulièrement. Moi je les vois pas régulièrement, dans le sens où mes amants, on va se voir parfois une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parfois c'est une fois par mois. C'est très variable. Il va y avoir parfois 2 ou 3 semaines où on se voit pas, où je vois personne, et ça me va très bien. Hein. Je suis pas addict au sexe, hein. Je peux très bien m'en passer, et sinon je fais ça très bien toute seule. La masturbation, ça fonctionne très bien. C'est très important d'ailleurs d'apprendre à connaître son corps avant d'aller vers d'autres personnes, parce que si vous savez pas comment fonctionnent vos boutons à vous de plaisir, je vois pas comment l'autre va y arriver. Mais c'est vrai que du coup les autres amants que je les vois avec une certaine régularité, mais pas tout le temps, parce que ça c'est un truc peut-être qui est physiologique, hein, c'est l'ocytocine, l'endorphine, qui sont des hormones qui sont sécrétées par le cerveau dès qu'on a un moment de plaisir avec une personne dans un rapport intime. Effectivement, si ces doses-là, elles sortent à chaque fois qu'on a une relation intime avec un homme, et que c'est le même homme, et que c'est tous les 2 jours et 3-4 fois par semaine, oui, là il va y avoir un attachement, c'est sûr. Mais s'il y en a plusieurs, et si c'est espacé, honnêtement, je pense que ça pose pas de problème. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Il y en a pas mal qui aimeraient bien faire ça, mais qui ont du mal à trouver des candidats qui seraient OK pour cette relation sex-friend, parce qu'il y a pas mal d'hommes qui ne comprennent pas que des femmes puissent être libres sexuellement de cette manière-là, autant que eux, en tout cas. Soit ils pensent que c'est un mensonge, que nous, femmes, on fait ça pour les mettre dans notre lit, et ensuite pour les forcer à être en couple, comme si on pouvait forcer quelqu'un à être en couple. Ou encore, il y a des hommes qui refusent le concept de plan cul régulier entre guillemets. Pour eux, c'est white night stand, c'est-à-dire un coup d'un soir uniquement. Ils refusent de revoir la personne, ils veulent être dans l'accumulation de conquêtes et non pas construire quelque chose avec la personne en ayant une relation intime de complicité, de partage. Ça, ils veulent pas. Donc en fait, le problème, c'est de tomber sur les bonnes personnes qui ont compris notre fonctionnement et qui partagent ce point de vue. Moi, j'ai lancé mon podcast en janvier 2020 qui s'appelle Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires, et je l'avais fait parce que, étant moi-même célibataire, et j'avais envie de partager avec les auditeurs et auditrices surtout, parce que ma cible c'était vraiment les autres femmes. J'étais dans une démarche de sororité. Je me disais, mais toutes les expériences que j'ai pu avoir, notamment négatives, j'aimerais vraiment les éviter pour d'autres, éviter notamment les souffrances qu'on peut avoir
dans cette phase de célibat à se chercher, à faire des rencontres qui sont vraiment pas les bonnes, à avoir un problème d'estime de soi, etc. Donc je l'ai lancé en janvier 2020, il a évolué, il a grandi, c'est devenu un projet qui a touché son public visiblement. Et puis en mars 2020, la pandémie mondiale de Covid nous tombe dessus et on est confiné, en tout cas en France c'était le cas, dans d'autres pays aussi, mais particulièrement moi j'étais en France à Paris. 16 mars 2020, voilà, le président de la République nous annonce qu'on est confiné à la maison tous les jours et puis qu'on pourra sortir 1 heure par jour et ainsi de suite. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Il est midi et bientôt 30 secondes et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. Donc moi j'étais en télétravail, donc j'avais au moins ce lien entre guillemets à distance. Et après au niveau personnel, je me dis ma première inquiétude d'abord ça a été au niveau familial, à savoir comment je vais faire pour m'occuper de mes parents vu que je suis aidante et par rapport aux rendez-vous médicaux qu'il fallait maintenir ou pas. Donc ça, il a fallu régler ça. Et après il y a ma vie de célibataire où je me dis mais moi je faisais des dates, donc ça c'est terminé. Je voyais régulièrement mes amants. Là c'est terminé. Il faut se rappeler qu'à l'époque on n'avait ni vaccin, ni test, ni masque, rien, et on était dans un flou, pas assez d'informations, c'était très contradictoire. Donc d'abord le sentiment qui domine c'est la peur, l'angoisse de si je tombe malade, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis seule chez moi. Est-ce que je fais partie des personnes à risque? Je sais pas trop. Donc il y avait d'abord ce truc-là. Donc, mais pour autant, un truc que j'ai remarqué et j'en avais parlé à un de mes invités. Il expliquait, parce que moi je m'interrogeais sur le fait que j'avais des poussées hormonales très fortes, et en gros dans la journée, pendant ma journée de télétravail, je le sentais beaucoup pendant les pauses déjeuner et pendant les pauses que je m'accordais, j'avais de grandes envies de masturbation, parce que du coup comme j'avais pas de partenaire sous la main, beaucoup plus qu'avant. Avant ça m'arrivait de masturber plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours, ça dépend, mais là plusieurs fois par jour, ça m'était jamais arrivé. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, cet auteur, Richard Memto, précise que c'est normal. Lorsque le corps et le cerveau sont en état de stress, et notamment de stress par rapport à une maladie, une mort qui rôde autour de nous, là en l'occurrence le Covid, il y a un réflexe humain d'aller vers la vie et vers la libido. Et en fait, c'est un réflexe de survie d'avoir des envies sexuelles, c'est tout à fait normal. C'est la vie qui reprend le dessus en fait. Donc je me suis dit ok, accepte ces émotions, accepte ces hormones qui te viennent, tu verras bien. D'ailleurs mon cycle aussi, j'en ai parlé à d'autres femmes sur Instagram, on était toutes complètement perturbées au niveau du cycle, les règles qui n'arrivaient plus, on savait pas trop pourquoi. Donc je me suis beaucoup masturbée, ça c'est sûr, pendant la période de confinement. J'ai gardé contact bien sûr avec mes amants, on s'envoyait des messages, on prenait des nouvelles, on s'envoyait aussi quelques petites photos un petit peu pour se chauffer, des photos coquines, du sexting comme on dit, parfois quelques vidéos, mais uniquement avec les personnes vraiment de confiance, parce que voilà, ça arrive que les gens utilisent les photos, les relayent à droite à gauche, donc ça c'est quelque chose dont je veux pas rentrer là-dedans. Donc j'ai eu aussi 2 anciens amants que j'avais pas vus depuis longtemps qui ont repris contact à ce moment-là, donc c'était assez touchant, voire marrant de me dire ces amants étaient en famille, étaient confinés en famille, mais ils trouvaient le temps pendant quelques minutes de me contacter et puis de me faire comprendre qu'ils avaient eux aussi des grandes envies, des fortes envies sexuelles, et que c'était l'occasion de reprendre contact. Donc bon, il y a eu un peu de tout ça. Il y a eu aussi, ça je tenais à en parler, ça a été documenté notamment par Judy Duportail, qui a écrit L'amour sous algorithme. Il y a eu l'effet doudou, c'est-à-dire alors ça c'est très masculin, c'est pas les filles qui ont fait ça, c'est surtout les hommes. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous parler sur les applications de rencontres, où là il y a eu un pic aussi de consultation, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on s'est mis tous à aller sur les applis, au moins pour discuter, et pourquoi pas faire une visio, mais à défaut de se rencontrer. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit c'est le moment de parler à quelqu'un, moi j'ai besoin de parler à quelqu'un, et on parle, et puis on se dit mais quand le déconfinement arrivera, on aura tellement parlé qu'on se sera bien connus et ce sera l'occasion de se rencontrer, ça va être super. Et puis tous ces hommes avec qui on a discuté pendant tout le confinement, ils ont disparu comme par magie le jour du déconfinement. Alors là, c'est ça l'effet doudou. Ils avaient besoin d'un support émotionnel, d'une écoute attentive, qu'on soit un peu leur psy, et ensuite ils ont disparu. Écoutez, tant pis pour eux. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip.
Donc cette phase a été une phase d'apprentissage aussi pour moi, d'apprentissage de mon corps, de mes émotions, de cette masturbation que bon, voilà, j'ai un peu plus exploré. Mais ça a aussi été l'occasion de me dire, c'était quand la dernière fois que tu as eu une pause sexuelle aussi importante? Étant active, et puis voilà, moi j'ai connu mon compagnon donc à 23 ans et c'était lui mon premier, mais tu sais, la dernière fois que j'ai eu une pause de 2-3 mois comme ça où il y a aucun rapport sexuel, rien, et ben je me souviens pas c'était quand en fait, c'était il y a très très longtemps, sans doute avant que je sois active sexuellement. Et donc, c'était une façon aussi de mieux me connaître et de savoir si cette sexualité qui était si importante pour moi, moi je disais même dans mon discours à mes amis, à mes proches, à mes copines, et même dans mes dates, je disais, mais moi, le sexe, ça fait partie de mon équilibre. Ça n'est pas un besoin, parce qu'on a besoin de respirer, de manger, de dormir, de boire. On n'a pas besoin de sexe. Mais il y a, effectivement, ça c'est prouvé scientifiquement, on a besoin de toucher. On a besoin de contact physique, on a besoin de caresses, on a besoin les uns des autres. L'être humain, on est un animal social. Et donc c'est vrai que je pense que c'est plus ça qui me manquait, d'être dans les bras de quelqu'un, d'être avec mes sex friends. On discute beaucoup nus après le rapport. Et la discussion post-coitum, c'est très agréable. On discute de tout et de rien. Et c'est ça peut-être qui me manquait un peu, ces caresses, ces discussions et ces rires. C'est ça qui me manquait plus que l'acte sexuel en soi. Et j'ai tenu bon, et puis lorsque le déconfinement est arrivé et que les premiers tests ont été disponibles, et voilà, j'ai fait mes tests et puis j'ai pu petit à petit revoir mes amants progressivement. J'ai fait attention dans la reprise et ensuite j'ai pu reprendre les dates aussi progressivement. Mais ça a été une épreuve, je pense, pour beaucoup de gens, et moi ça m'a appris plein de choses. Alors le résultat sur l'acceptation de soi, le travail que j'ai pu faire sur mon estime, je me rends compte que ça a été un parcours entre le jour où je me suis retrouvée célibataire il y a 6 ans et aujourd'hui, avec des hauts et des bas, mais surtout là ça va que vers le haut grâce en particulier à ma thérapie. En fait, j'ai commencé une thérapie en janvier 2020, quasiment au même moment où j'ai lancé mon podcast. C'est un peu concomitant, et ce travail-là avec cette psy, je l'avais commencé, on va être très clair, moi je m'intéressais à tous les sujets de psychologie, mais j'étais pas encore prête à me lancer, mais je crois que j'avais besoin de toucher le fond de la piscine avant de pouvoir remonter et de me dire non, là il faut y aller. Et c'est justement un de mes amis et amants, un de mes sex friends qui m'a dit, qui a fait, c'est ce qu'on appelle une intervention amicale. Il m'a dit, écoute Louisa, j'ai l'impression que dans les dates que tu me racontes, c'est de pire en pire, tu vas vraiment vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui te parlent mal, qui te traitent mal, et c'est pas normal. Est-ce que tu es en train de filer un mauvais coton? Est-ce que tu vas vers les mauvaises personnes parce que, je sais pas, tu te punis de quelque chose? Il y a un truc à faire qui me semble urgent. Et lui, il connaissait la thérapie, vu qu'il en avait eu une aussi il y a quelques années. Je me suis dit, s'il prend le temps de m'en parler, et si moi-même je fais le bilan de mes dernières rencontres, il y a eu effectivement un moment où ça allait beaucoup trop loin. Dans les propos, il y a un homme qui a vraiment été blessant, vexant, agressif, et donc j'ai consulté à ce moment-là et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un sujet d'estime de soi, que peut-être j'avais l'impression que c'est pas que je méritais pas de faire des belles rencontres, mais j'avais un biais très très fort qui était, je travaille dessus quotidiennement, mais qui était globalement les hommes sont nuls, donc dans ceux qui restent et qui sont d'accord pour te rencontrer, toi qui es une femme grosse, arabe, donc tu as déjà quelques handicaps entre guillemets, prends ce qu'on te donne. J'avais un peu cette attitude-là. Et le problème, c'est que du coup, j'allais vers des hommes parce qu'ils avaient accepté de me rencontrer, alors que c'était pas forcément les bonnes personnes pour moi. Donc vraiment, cette thérapie m'a beaucoup aidé. Mes lectures aussi, féministes, et de rencontrer aussi des cercles féministes, d'écouter des podcasts, en particulier celui de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, et Victoire Tuaillon, donc Les couilles sur la table, puis Le cœur sur la table, les livres de Judith Duportail, des livres de sociologie, notamment celui de Marie Bergström, ça a été la révélation de voir autant de chiffres très clairs et de comprendre qu'en fait il y avait beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes en France, mais en particulier à Paris. Je me suis dit, mais voilà, tout s'explique. Tout ça, tout ce besoin de rationalité, il a été important pour moi. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que je peux me dire heureuse d'être célibataire. Je suis bien comme ça. Ma vie, en fait, elle me convient telle qu'elle est. Et je ne cherche plus à être en couple. Si jamais je fais une rencontre et qu'il se trouve que ça donne une relation de couple et qu'on est d'accord sur qu'est-ce que ce serait ce couple, parce qu'il y a plein de définitions, ça aussi je l'ai appris.
ce serait super, mais ce serait tout aussi super de garder la vie que j'ai aujourd'hui, à savoir être célibataire et profiter de tout ce temps précieux qui m'est donné pour vivre pleinement mes projets, mes envies de voyage, accorder ce temps à mes proches, à mes parents qui ont besoin d'aide au niveau de leur santé, être présente aussi pour ma filleule, pour mes neveux, enfin tout ce temps-là, il est précieux et c'est très bien que je puisse l'utiliser un peu comme bon me semble. Et donc la recherche absolument du partenaire idéal, de l'homme de ma vie, tout ça pour moi c'est tellement des concepts que j'ai enfin compris à déconstruire. C'est des concepts qu'on nous a mis dans la tête très tôt. C'est vraiment le patriarcat, c'est le prince charmant, c'est toxique et ça y est, moi je suis contente. J'ai vraiment cette image-là. Je suis sortie de la matrice. Et il est hors de question que j'y re-rentre volontairement et que je me remette à chercher à tout prix quelqu'un et que j'accepte n'importe qui. C'est terminé. Moi, mon souhait, c'est, à travers mon podcast et à travers ce témoignage aussi, c'est d'aider, si possible, d'autres personnes qui deviendraient célibataires là depuis peu de temps ou qui se poseraient des questions en se disant ça fait 2-3 ans, ça fait 5 ans, parce que ça aussi, ça fait partie des injonctions qu'on entend. Ne t'installes pas trop dans le célibat, tu vas t'habituer et après, tu voudras plus être en couple, tu n'accepteras plus les hommes, tu ne seras plus capable de faire des concessions. Et alors quoi ? Ouais, ok, je fais pas de concession, en effet. Donc le type qui a toujours pas compris que les tâches ménagères ça se partage et qu'il n'a pas à aider dans une maison, il doit participer autant que les autres, ces types-là j'en veux pas. Et donc effectivement, c'est ce que dit Marie Bergström, les femmes qui sont particulièrement documentées sur le sujet, qu'elles soient diplômées ou pas, mais en l'occurrence il se trouve que c'est souvent des personnes qui ont fait un parcours universitaire et ou professionnel, ces femmes-là, elles ne sont plus d'accord pour accepter n'importe quel compagnon, parce qu'il vaut mieux se mettre avec quelqu'un, plutôt être mal accompagné que seul. Non, ça c'est terminé. Et je suis contente de voir qu'il y a un vrai mouvement, notamment dans la presse féminine, qui se réveille enfin. Donc j'ai vu une couverture de Cosette notamment sur le célibat, c'est cool. Je dis ça y est, on a fait du chemin. Hein. Parce que avant, une couverture de magazine avec une femme célibataire qui est heureuse de l'être, ça n'existait pas. On nous a mis dans la tête que une femme célibataire c'est Bridget Jones. Non mais stop, ça suffit. Je suis pas Bridget Jones. Je suis moi. Je suis célibataire, je suis heureuse comme ça, et je souhaite à toutes les femmes célibataires et aussi les hommes célibataires qui se poseraient des questions d'apprendre à s'aimer eux-mêmes, à faire leurs projets d'abord, et ensuite effectivement de se lancer dans les rencontres si c'est quelque chose qui est important pour eux. Mais il ne faut pas que la recherche de l'autre et la rencontre de l'autre soit la clé de leur sérénité et de leur bonheur. Vous venez d'écouter The Voice of Lilith, Louisa, célibataire et fière de l'être. Il a été monté par Pauline Osumuk. Les musiques de l'intro et de l'outro ont été produites par Eva Dortmund et la réalisation graphique par Noémie Ribeiro da Silva. Merci à notre invitée du jour, Louisa Amara, pour son témoignage, et je vous invite à passer faire un tour sur son podcast Single Jungle, le podcast des célibataires décomplexés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de The Voice of Lilith.